Bienvenue à tous et à toutes à cette conversation avec aujourd'hui autour du dernier numéro du Sabord, le 131 Vivarium. Je me présente, Anne-Marie Duquette, éditrice et directrice littéraire de la revue Le Sabord. Je suis accompagnée de ma collègue Ji-Yoon Han, qui est en direction artistique par intérim en remplacement de Karine Bouchard, qui est en congé de maternité. C'est d'ailleurs le tout premier numéro de Ji-Yoon dont elle assure là, la direction artistique. On voit mal, mais c'est un numéro que je trouve absolument sublime et dont je suis ravie de discuter aujourd'hui avec vous. Donc, brièvement, pour ceux et celles là, qui ne sont pas familiers familières avec la revue Le Sabord, eh bien, nous sommes une revue quadrimestrielle, donc qui paraît 3 fois par année et qui allie création visuelle, création artistique. Donc, les propositions nous sont déposées séparément et c'est vraiment nous qui faisons la rencontre, qui opérons la rencontre entre les disciplines, entre les formes. La revue a été fondée en 1983, donc elle a 42 ans aujourd'hui. Et nous avons donc le bonheur de vous présenter le numéro 131. Je laisse ma collègue June vous en parler. Super, merci beaucoup Anne-Marie. Alors moi aussi, je vais me battre un peu avec le flou de l'écran Zoom, mais ça convient bien, semble-t-il, pour un numéro thématique sur le vivarium, puisqu'on est on est dans des bulles et des cases transparentes. Alors ce thème s'inscrit dans une longue séquence thématique du Sabor sur la fabrique des œuvres et le processus créatif. Et moi, je me glisse pour quelques numéros, une année, donc pour la direction artistique. Et je veux peut-être juste dire, je suis un peu externe, interne, mais j'aimerais juste dire que j'apprécie vraiment la manière dont Karine Bouchard et toi, Anne-Marie, vous avez conçu en fait la séquence des numéros pour être vraiment au plus près du travail d'élaboration de l'œuvre, dans les espaces interstitiels qui permettent qu'un texte advienne, qu'une voix s'énonce, qu'une forme se dessine. Simplement pour rappeler, dans les numéros précédents, il y a été question d'antichambre, de sas, et donc vivarium, cette cage vitrée où l'on garde de petits animaux vivants, qu'ils soient insectes, amphibiens, reptiles. Et c'est une cage dans laquelle on reconstitue le milieu et l'habitat naturel particulier à chacune des espèces. Donc on parle de vivarium, d'aquarium, de terrarium, d'insectarium. Et cela a été traduit en fait simplement pour dire quelques mots sur la facture matérielle de la revue, dans un objet qui a une belle couverture glacée et un peu souple comme une algue. Moi, je trouvais que ça ressemblait un petit peu du matériel vivant, en fait, quand j'ai vu le numéro pour la première fois. Et donc, avec Dominique Mousseau, notre graphiste, on a fait tout un travail justement pour essayer de faire écho matériellement aussi à cette thématique. Le numéro rassemble 5 artistes et duos. Antoine Racine, qui est présente parmi nous, Lorna Bauer, Luan Martino, Rosalie Desgagnés et le duo Laura Acosta et Santiago Tavera, qui sont des artistes aux pratiques très diverses, mais que j'ai réunis aussi avec cette idée de un peu réfléchir à l'histoire du vivarium, qui est quand même une forme très ancrée dans l'histoire de l'extractivisme et du colonialisme, puisqu'il s'agit d'arracher du vivant à son milieu naturel pour le recréer ailleurs. Donc la boîte en verre est un leitmotiv qui court à travers les propositions, de même que ce rapport d'observation, de pulsion scopique, où l'image, la vidéo, la sculpture deviennent elles-mêmes comme des vivariums. En regard de ces 5 artistes, on a 10 poètes et nouvellistes. Donc Geneviève Boudreau, qui est ici parmi nous, Aimé Lévesque, James Bissonnette, Maya Azna-Zeber, Maxime Desmeules, Sarah Lamarche et Caroline Saint-Amand pour les poètes, ainsi que les nouvellistes Jenny Lamanque, Maud Nadeau et Annabelle Moreau. Et ici, on est plutôt du côté de... Je trouvais qu'on avait des propositions qui étaient vraiment ancrées dans une forme d'éloge de la sensation, qui explore vraiment l'interface entre soi et l'autre, l'intérieur, l'extérieur, le corps et son environnement, ce qui est et ce qui disparaît. La forme de la mue était très présente dans les propositions littéraires. Donc, on a plein de points d'alliance qui nous ont inspirés, Anne-Marie et moi, sur lesquels peut-être je m'étendrai pas trop parce qu'on veut surtout vous entendre, Geneviève et Antoine, aujourd'hui. Alors, je repasse la parole à Anne-Marie pour que
tu nous présentes notre autrice et notre artiste en conversation. Merci, June. Oui, donc on est vraiment ravis de pouvoir rassembler autour de la table aujourd'hui Geneviève Boudreau et Antoine Racine. Donc Geneviève Boudreau a publié des recueils de poésie à l'Hexagone et au Noroît. Son premier recueil de nouvelles, La vie au dehors, paru chez Boréal, reçoit le prix Adrienne Chequette en 2020. Elle fait paraître en 2024 le recueil d'essais Une abeille suffit, donc très très proche de notre thématique. On l'entend bourdonner déjà. Donc, publié au Noroît, finaliste au prix littéraire du gouverneur général et lauréat du prix de création littéraire de la ville de Québec et du Cilque, donc du Salon du livre de Québec. Cet essai réfléchit à un mode d'habitation poétique et écologique du territoire urbain. L'autrice partage d'ailleurs son temps entre l'enseignement, l'écriture, la permaculture et l'observation des abeilles indigènes, et pas seulement des abeilles, comme vous aurez la chance de le découvrir dans son texte du numéro 131. Antoine Racine développe des systèmes éphémères orientés vers la vitalité des matières qui les composent. Par son travail, il s'applique à déplacer notre attention vers des formes d'existence dites mineures. Moisissures, variations atmosphériques, bactéries, ondes radio, artefacts piratés, matériaux résiduels. Ces décompositions participent ainsi à l'affinement des sensibilités écologiques dans les décombres de nos pratiques et technologies d'inattention. Antoine est titulaire d'une maîtrise en intermédiaire de l'Université Concordia à Jujagé, Montréal, où il vit et travaille. Bienvenue Antoine, bienvenue Geneviève parmi nous. Alors, pour commencer, peut-être on pourrait vous demander de vous présenter brièvement et de présenter vos projets respectifs pour ceux et celles qui n'auraient pas encore reçu leur revue. Alors, Geneviève, peut-être je t'invite à commencer avec ton texte Comme un chant de cigale. Oui, ben, il s'agit d'une petite plongée dans l'univers plus humble de l'observation des insectes. On parlait tout à l'heure de la matière humble sur laquelle se penche Antoine. Ben, je vais déjà faire un lien entre nos deux domaines de création, ou en tout cas nos deux thématiques sur lesquelles on se penche parce qu'il y a vraiment ce désir de retrouver une humilité puis de regarder justement ce qui se passe dans l'humus ou dans le recoin des maisons aussi, là, parce qu'il y a certains des textes qui portent là-dessus dans ma suite. Mais c'est vraiment essayer de faire un lien avec le vivant, mais le vivant qui habituellement n'est pas peut-être jugé digne d'être regardé ou qui passe inaperçu, ce à quoi on s'intéresse très peu dans nos vies contemporaines urbaines. Donc, le vivant des villes qui va souvent à six pattes et qui est souvent quelque chose qu'on essaie de repousser hors de la vision ou hors de l'habitation ou hors du territoire. Donc, vraiment, c'est l'attention aux minuscules que je souhaitais mettre de l'avant dans ces textes qui sont assez prosaïques quand même. Là, c'est de la poésie, mais on comprend bien le sujet qui est cerné. C'est comme des petits portraits de la relation à l'autre, mais de moi aux petits êtres qui cohabitent dans mon espace. Merveilleux, merci beaucoup Geneviève. Alors Antoine, en écho à cette proposition qui déjà résonne avec ton travail, est-ce que tu peux nous parler de ton projet Terraformation? Oui, ben d'abord, c'est vraiment beau de voir toutes les connexions entre nos deux pratiques là, de manière vraiment différente. Je pense que ouais, on a tellement on est tellement intéressé par des choses similaires. Puis en fait, terraformation, c'est comme, disons, comme un segment d'un projet ou d'une recherche que je développe depuis plusieurs années. Puis j'en suis venu à me rapprocher de plus en plus de la pourriture, si on veut, ou de la décomposition. Au début, je commençais à travailler à partir du compost, mais c'est devenu de plus en plus matériel, disons, la manière dont j'ai travaillé avec le compost. C'était plus métaphorique au début, où je faisais plus appel à des technologies, des capteurs, des choses comme ça, mais avec les années, au fil des 3 dernières années, j'en suis venu à quelque chose de plus en plus tangible et matériel, de juste mettre en présence en fait, des processus de décomposition à partir de sculptures, vivarium, composteurs, euh, sous la forme d'une exposition qui était Terraformation, qui était mon exposition de maîtrise aussi. Puis par laquelle l'idée était de collaborer, de voir à quel point c'était possible de collaborer avec les agents de la décomposition, qu'il s'agisse autant de bactéries, de champignons, d'insectes, en fait de tout ce que je vais pas nécessairement apporter, c'est pas des créatures que je vais apporter dans les vivariums, mais en apportant des matières en décomposition ou comme des matières épuisées, des déchets alimentaires,
vont se développer. Fait que c'est le plus souvent des êtres qui sont déjà sur ces matières-là, mais que dans les bonnes conditions vont proliférer, euh, puis vont se révéler par le fait en fait, de les nourrir. Fait que c'est vraiment à partir de ça que je travaille. Merci Antoine. Alors, tu parles des bonnes conditions pour que ces êtres prolifèrent, mais quelles sont les bonnes conditions pour que vos œuvres prolifèrent et prennent forme? Geneviève, tu mentionnais l'importance de revenir bon, à la hauteur du humus et dans cette modestie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre univers de création, hein, de quoi est-ce que vous vous entourez pour créer? Où et quand est-ce que ça se passe? Dans quel état vous devez vous mettre pour que ça se produise, l'un ou l'autre? Ben, en tout cas, chez moi, j'ai dans ma petite cour arrière un jardin qui est devenu un peu envahissant. Ou, ben, je dirais pas envahissant parce que c'est foisonnant, ça serait peut-être le bon terme, mais on a transformé, mon copain et moi, tout le terrain de notre petite maison de banlieue en espèce de micro-ferme urbaine, un peu expérimentale, là, très, très dense. En bonne partie ancrée sur les vivaces, mais on a aussi du saisonnier, puis on a ce que les abeilles nous apportent, puis le vent et les écureuils. C'est un processus de création en constante permutation où on accueille ce qui arrive, où on a des surprises, donc beaucoup. On laisse un peu aller le vivant, on observe, on intervient. C'est vraiment un processus à plusieurs. Puis, ben, en fait, c'est mon laboratoire depuis ma dernière œuvre, Une abeille suffit. Puis, les poèmes comme un chant de cigale s'inscrivent dans la suite, puis ça va donner lieu éventuellement à un autre ouvrage qui porte sur le même sujet. Mais c'est vraiment devenu pour moi un terrain fertile d'observation, de participation, puis d'échange, où le rapport au vivant, c'est un peu, peut-être un peu inversé. On parlait en début d'attitude un peu coloniale du vivarium, alors que là, il s'agit plutôt de se remettre tous au même niveau, puis de voir comment l'écosystème se construit, comment j'y prends place, comment ça répond à mes besoins, parce qu'on a quand même un objectif nourricier, mais comment ça répond aussi aux besoins de l'écosystème. Donc, comment je peux aider l'écosystème à s'établir pour qu'il y ait un équilibre, puis que ça devienne de plus en plus nourricier, mais pour chacun, toujours sans utiliser d'entrants le moins possible, là, qui soient chimiques ou artificiels. Donc, et c'est devenu, moi, ça m'intéressait tellement. C'était pas prévu être un projet littéraire au départ, mais c'est devenu tellement formateur. Il y a tellement de choses à apprendre puis à découvrir. Puis moi, je connaissais strictement rien, que c'est devenu un projet perpétuel d'émerveillement. Puis, ça a donné lieu à autant de petits fragments là, qui deviennent des textes. Donc, mes observations se font surtout à partir du printemps. Donc, quand la neige fond, arrivent les premières abeilles, les premières plantes éclosent, jusqu'aux premières neiges. L'hiver, je fais surtout du retravail, mais c'est vraiment in situ, c'est à l'extérieur, carnet à la main, en observant, puis en travaillant aussi, c'est très peu statique. Je me déplace beaucoup, c'est beaucoup de suivre le trajet de toutes ces petites bestioles, découvrir où elles nichent, ce dont elles ont besoin, puis réaménager en fonction de ce qui peut les aider. Puis il y a une partie de documentation plus savante, scientifique qui s'ajoute à ça parce que j'ai pas de formation dans le domaine. Donc, ouais, je sais pas, je pensais pas que la littérature m'amènerait si près du sol, de la décomposition, on fait notre compost aussi, donc ce qui évolue au ras du sol, on le voit bien, mais le réseau des interactions est immense, puis l'empreinte qu'on a sur le territoire l'est tout autant, mais elle peut être positive, puis c'est ça qu'on découvre, puis il suffit souvent de peu. Fait que je trouve qu'il y a vraiment, dans un monde qui est de plus en plus désenchanté, matière à enchantement dans notre possible si on accepte de quitter le statut dominant puis de se remettre à une position de cohabitation harmonieuse le plus possible. Alors Antoine, comment cohabites-tu avec la pourriture que tu cultives dans tes œuvres? Oui, ben, je dirais qu'il y a vraiment plusieurs temps aussi. Je travaille pas toujours dans un même espace. C'est sûr, j'ai un atelier auquel je reviens comme régulièrement, mais c'est vraiment, ma pratique, c'est vraiment en circulation entre plusieurs phases, là, plusieurs temps, là. J'ai des processus qui sont vraiment de récolte aussi. Fait que même depuis quand même longtemps, je travaille à partir de matériaux trouvés. Je vais vraiment essayer d'acheter le moins de choses possible. Fait que souvent, ça va être en fait, des déchets, des choses qui sont laissées à la rue souvent. Mais là, avec le compost, j'en suis venu à travailler à partir
donc de résidus alimentaires d'épicerie, de fruiterie, de fleuristes. Donc, je vais passer quand même beaucoup de temps à récupérer ça, autant dans les poubelles qu'auprès de commerçants directement. Fait que oui, comme fouiller, creuser, aller chercher des choses, ça va faire quand même, ça occupe quand même pas mal de mon temps. Il y a aussi des fois aller chercher, même dans la forêt, des, je vois ça comme un peu comme aller chercher des alliés très spécifiques parce que des fois, dans certains de mes composteurs, je vais essayer d'avoir certains processus de décomposition très précis. Disons, aller comme travailler à partir de champignons. Donc là, je vais aller chercher du mycélium dans la forêt, juste des petits échantillons pour les apporter dans les vivariums pour, après ça, comme inviter ces agents-là à décomposer les matériaux que je vais leur offrir. Fait que c'est plein de... c'est toujours un peu difficile de voir à quel point ça a de l'incidence sur les processus, mais c'est tellement complexe ce qui va se passer dans une pile de compost au final que n'importe quel... Tous les petits détails vont compter puis vont influer sur le processus. Fait que il y a pour moi aussi une forme d'humilité là-dedans de j'ai pas de formation en biologie, j'ai pas de formation en agriculture. Mon grand-père était agriculteur, fait que pour moi, c'est aussi une manière de renouer avec une forme d'héritage, mais j'en connais tellement peu à la base, fait que c'est vraiment un processus d'apprentissage, de comme je vais à mesure de mes expérimentations, un peu aller chercher les connaissances que j'ai besoin pour résoudre des problèmes, résoudre des, comprendre un peu ce qui se passe dans ce qui se dévoile devant moi. Euh, puis, euh, puis c'est ça, puis l'importance aussi de pas tout comprendre. Je pense que ça fait partie vraiment de ma pratique. Dans le compost, il y a une tellement grande richesse que je pense que même pour des biologistes, souvent, en fait, il y a toujours une part de mystère, puis dans l'abondance des espèces qui vont se développer, que c'est aussi complexe qu'un récif de corail, en fait, une pile de compost. Donc, après ça, je vais travailler en atelier, je vais dans la construction de vivariums, de structures qui peuvent héberger les décomposeurs. Euh, Fait que ça, c'est comme des cycles qui reviennent à différents moments parce que je vais comme un peu raffiner avec le temps des structures parce qu'au début, j'en construisais puis ça fonctionnait pas tout à fait ou c'était pas il y a d'une part l'idée de construire quelque chose qui va permettre aux décomposeurs de proliférer, fait que c'est d'avoir les bonnes conditions, donc de garder l'humidité, la lumière, pas trop de lumière en fait, l'obscurité, une température assez régulière, constante, de garder la chaleur. Euh, Fait que l'architecture, disons, de mes vivariums va être pensée vraiment pour pouvoir offrir aux décomposeurs ces bonnes conditions-là, mais aussi pour permettre une relation. Donc, il y a la visibilité, mais ça passe pas toujours par le regard. Mais c'est sûr que certaines de mes œuvres vont être vitrées, mais il y en a d'autres que c'est plutôt pour écouter. C'est comme un cornet d'écoute pour écouter les vers puis les plus gros décomposeurs qui mangent les matières. Fait qu'il y a cette réflexion-là de voir de penser une structure qui est à la fois penser à l'échelle à l'échelle presque microscopique de la prolifération de la vie, mais aussi de comment on va pouvoir percevoir ces vivants-là. Euh, Puis une perception qui est pas nécessairement, qui passe pas par des microscopes ou comme des technologies intrusives, mais vraiment par, comme révélé par le fait d'abriter, de nourrir. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est comme c'est au fil du temps que va se révéler des êtres microscopiques, mais pas leur corps littéralement, mais les traces de leur présence par la manière dont ils vont terraformer leur milieu, un peu comme rendre, rendre la matière mourante en terreau fertile au final. Donc oui, puis après ça, j'ai des lectures. C'est des fois des lectures très techniques pour un peu comme résoudre des situations, mais aussi théoriques, des lectures en écologie, plein de choses qui vont nourrir et qui vont se composter un peu aussi dans mes processus. Puis finalement, j'ai comme souvent les installations que je vais faire vont être ancrées dans un lieu précis, fait que travailler à partir du lieu où ça va être exposé, ça occupe quand même une grande place aussi. Euh, Fait que je dirais que j'ai ces différents temps-là ouais, qui se succèdent. Merci Antoine. Ce qui me frappe vraiment dans vos deux réponses, c'est l'importance de la durée, hein, de cette temporalité. Et oui, je vais être curieuse qu'on discute aussi davantage de comment vous comment vous créez des formes, parce que ce soit en écriture ou en installation, il y a un moment donné où
voilà, faut que la temporalité s'arrête d'une certaine manière ou soit prenne forme, justement, prenne consistance euh, dans le flow comme ça, dans le flow ou dans la temporalité, en fait, du jardin ou du compost qui dicte un petit peu son rythme et cette lenteur qui est très, très belle que vous décrivez très bien tous les deux. Oui, ben, je pense qu'on peut parler de lenteur. En tout cas, pour ma part, avec le compost, on peut parler de lenteur, mais des fois aussi de comme une rapidité fulgurante. Mais dans tous les cas, c'est une échelle temporelle, comme une temporalité qui est différente de la mienne, puis qui m'amène un peu à adapter mon quotidien, puis ma propre temporalité au développement de ce qui se passe, en fait. Parce que oui, des fois, il faut laisser le temps de fermenter, il faut laisser le temps de, comme, aux matières de se décomposer, mais contrairement à une plante qui va grandir, souvent le compost, ça va avoir lieu comme... C'est dans la première semaine, il va se passer énormément de choses, puis après ça va se stabiliser un peu, ça va ralentir. Fait que souvent, au contraire, c'est ça, j'en suis venu à comme devoir travailler vraiment intensivement à des moments parce que tout se passe tellement vite, fait qu'il y a tellement de choses à observer, à un peu réagir à ces choses-là en ajustant la composition du compost. Fait que dans tous les cas, il y a quelque chose qui me dépasse souvent, puis auquel je vais devoir répondre. Fait que pour moi, c'est de travailler aussi à partir de de toutes ces choses-là qui sont complètement hors de mon contrôle, puis de pas être dans une dynamique de contrôle, puis de compresser, de contraindre, mais de réorienter, de faire des petits gestes très précis qui vont réorienter dans une direction de comme arroser, OK, de ajouter certains matériaux, de changer un peu la densité, de changer les structures dans lesquelles je vais mettre mon compost, puis de documenter par des photos aussi à mesure de ce qui se passe pour après ça pouvoir le regarder à nouveau puis comprendre. C'est assez particulier parce que je travaille avec la même dichotomie, là. Moi aussi, le temps de jardin il est plutôt long, là. Donc, le temps des plantes, c'est ça qu'on la voit pas éclore en quelques jours, là. Donc, il y a vraiment tout un processus qui s'étend sur plusieurs mois, en fait, là, du printemps jusqu'à l'automne. Puis, il y a même des plants plus exotiques comme le gingembre, qui est une des annuelles qu'on cultive, qu'on part en janvier à la maison. Puis, on va voir l'aboutissement seulement rendu en octobre. Mais à côté de ça, il y a le temps des insectes. Donc, toute une vie, parfois, se réduit à quelques semaines ou même quelques jours. Donc, ça va très, très vite. Puis, la façon aussi dont j'y ai accès, parfois, c'est extrêmement... je sais pas ce qui va arriver, en fait. C'est toujours une surprise. C'est pour ça que la démarche, présentement, elle est beaucoup dans juste aller à l'extérieur parce que j'ai aucune possibilité de prévoir ce qui va advenir. Qu'est-ce qui va se présenter? Quelle espèce sera là? Ben, c'est sûr que j'ai une idée de certains habitants de base, mais il y a toujours des visiteurs un peu plus inattendus. Puis cette relation-là au fragile, à l'invisible, des petites vies qui arrivent parfois juste une fois. Puis il y a quand même quantité d'espèces que j'ai vues une seule fois sur toutes mes années d'observation. Donc, c'est tout un univers qui est super complexe, puis pour lequel justement on lâche prise. Puis on essaie juste d'accueillir ce qui est là. C'est vraiment intéressant de voir les échos. Tu sais, dans les deux cas, j'entends beaucoup. On a tendance à associer le vivarium à cette idée de capture, dont Dieu a parlé un petit peu en introduction aussi, là, l'idée de capturer du vivant pour l'enfermer dans quelque chose. Euh, donc, dans vos deux œuvres, il me semble qu'il y a cette dynamique double à un certain moment capturer, que ce soit par des cris ou que ce soit dans une installation. Mais il y a aussi un côté que, a priori, il m'apparaissait plus passif, mais finalement, il est extrêmement actif, là, le geste d'observer, mais aussi de veiller. Vous veillez tous les deux à vos vivants d'une façon différente, mais quand même très actifs tous les deux. J'aimerais ça peut-être vous entendre un peu sur cette veille puis sur cette notion de temporalité, parce que forcément, la veille, ça veut dire d'être régulier, de revenir. Comme tu le dis, Geneviève, c'est toujours de l'imprévu. Donc, tu sais pas quelle journée les œufs vont éclore, tu sais pas quelle journée, qu'est-ce qui se passe après la pluie qui se présente. Donc, comment vous jonglez avec cette part de l'art qui est quand même très, très inclus dans votre quotidien, là. Justement, elle demande une présence, comme tu disais, Antoine, aussi différente à certains moments. Il y a des moments où tout s'accélère, des moments où les choses ralentissent. Donc, comment vous jonglez, c'est ça, avec cette dynamique de capture, d'observation et la façon dont ça s'imbrique dans votre vie d'artiste au quotidien? Peut-être, Antoine, je te cède la parole.
Oui, ben oui, c'est une très bonne question parce que ça a vraiment beaucoup de. Ben, je dirais que le fait de veiller, ça occupe beaucoup de place parce que faire du compost, au final, c'est un peu comme c'est un peu comme élever des animaux, mais qui vont être très, très petits. Euh, donc, c'est ça, quand j'ai, disons, un compost qui va être actif, que je vais avoir démarré, souvent, il va falloir que je sois là vraiment tous les jours, presque au début. En fait, dans les premiers jours du cycle, là où il y a le plus de où ça va être une décomposition plus bactérienne. C'est là que les choses vont aller très vite. Puis quand c'est les champignons qui vont prendre le relais, là, ça va devenir quelque chose de plus lent. Fait que dans ces premiers jours-là, c'est vraiment important pour moi d'être là puis de voir qu'est-ce qui se passe pour pouvoir prendre des mesures s'il faut pour réorienter le processus. Mais je dirais que comme la capture, pour moi aussi, c'est peut-être le fait de ben c'est ça, je vais pas nécessairement amener des êtres vivants en les choisissant un par un dans mon composteur. C'est vraiment les matières, en quelque part, je leur crée un habitat. Parce que donc, de créer une pile de compost, c'est vraiment de créer un habitat qui va être en même temps un repas pour ces décomposeurs-là. Fait que j'essaie aussi de me mettre dans la position où je vais même si c'est quelque chose d'impossible au final, mais d'essayer de le faire, de penser comme un décomposeur, fait de voir, OK, qu'est-ce que ça pourrait être de vivre, ben, en fait, dans un habitat comestible, parce que comme d'être à l'intérieur d'une pile de compost, c'est au final de pouvoir manger tout ce qui est autour de soi, puis que notre environnement est aussi ce qui nous nourrit, mais comme littéralement, c'est ce qu'on va digérer. Euh, donc, c'est ça, puis une vie, puis une présence qui va se révéler par le fait à force, par la prolifération des choses. Euh, mais oui, après ça, je dirais que le processus d'observation est vraiment pas passif du tout parce que ça va être tout le temps lié à quelque chose de comme observer, mais c'est une pratique d'interprétation un peu parce que c'est comme l'observation est liée à comprendre les signes de ce qui est en train de se passer pour voir, OK, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Qu'est-ce qui est en train de se développer dans le compost? Fait que c'est vraiment pour moi une forme de lecture, puis de traduction aussi, d'essayer de recevoir les signaux, de voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire, puis un peu de comprendre ce langage-là qui se manifeste devant moi, puis qui est tout le temps différent, mais avec les récurrences d'une fois à l'autre, j'arrive à peut-être de mieux en mieux comprendre, puis de mieux en mieux réagir à ce qui se passe. Euh, puis je dirais aussi que comme la forme du vivarium, oui, c'est quelque chose clairement qui est lié à une forme par son esthétique, par son architecture, une forme de domination. Parce que ça fait écho aussi au laboratoire, aux dispositifs scientifiques d'observation. Euh, mais pour moi, cette forme-là, c'est aussi quelque chose qui émerge des outils que j'ai à portée de la main, parce que évidemment, c'est plus facile de faire des angles droits. Disons, mes vivariums sont en métal et en verre, donc c'est nécessairement des matériaux avec lesquels c'est beaucoup plus facile de faire des angles droits. Euh, donc, c'est comme des formes qui résultent un peu d'une volonté d'économie de moyens, puis de ne pas passer un temps trop long à développer des dispositifs super sophistiqués, mais de faire quelque chose de comme très simple à partir du type de matériaux puis d'outils auxquels j'ai accès. Euh, Puis après ça, de me concentrer plutôt sur ce qui va se passer à l'intérieur. Donc, la forme peut changer au fil des années, au fil des versions, mais ouais, c'est quelque chose qui émerge d'un paquet de contraintes, puis de contraintes matérielles, je dirais. Merci Antoine. Geneviève, pourrais-tu nous en parler aussi? Ben oui, pour ce qui est de l'observation, ben effectivement, je dirais que c'est pas si passif. Je dirais que l'observation, dans mon cas, ben, il y a une partie qui est plus rationnelle, là, qui se traduit par un travail intellectuel. J'essaie de comprendre ce que je vois, de traduire, d'identifier, donc tout ça existe, mais d'un autre côté, il y a effectivement peut-être plus quelque chose que je nommerais comme une présence ou une rencontre. Tu sais, l'idée, c'est pas tant de juste observer que d'essayer d'établir une relation, même si elle est un petit peu probablement unidirectionnelle, quoique pas tant que ça, parce que on les accueille puis on les nourrit réellement, là, on prend soin de notre petit monde. Donc, mais il y a une intériorisation, je dirais, de cette relation-là à l'autre, de ses limites puis de ses possibles, qui sont souvent beaucoup moins étroits que ce qu'on pense, là. À force de côtoyer de près des abeilles indigènes, on s'aperçoit que même ces espèces-là, qui sont relativement solitaires, qui sont
ont des personnalités chez les individus. Il y a des choses qu'on aperçoit qui rend un peu de poésie au monde, en fait, de complexité au monde qu'on observe. Je trouve qu'il y a des couches qui se révèlent par cette observation-là qui est vraiment pour moi de l'ordre de la rencontre, d'aller vers l'autre, même si l'autre est un peu, c'est pas tout à fait ce à quoi on porterait notre attention habituellement, là. Puis sinon, pour la capture en tant que telle, c'est ça, je pense que c'est vraiment plus un travail d'essayer d'approfondir de l'intérieur ce que ça vient chercher en moi, ma réaction devant le monde. J'ai vraiment une démarche qui est en géopoétique, là, donc qui est ancrée dans le territoire, puis qui essaie peut-être plutôt que de capturer, puis de saisir, de traduire, puis d'intérioriser. Donc c'est vraiment un rapport qui est plus dans l'ouverture que dans la saisie. En tout cas, je le vois pas comme ça. D'ailleurs, je refuse de collecter. Il y a des spécimens que j'ai pas pu identifier parce qu'il faudrait que je les capture, que je les congèle. Mais dans ma tête, c'est contre-productif parce que c'est des êtres vivants qui ont leur place dans l'écosystème que j'observe. Puis je me sens un peu, j'ai l'impression de tuer ce que j'essaie de faire advenir. Donc, pour moi, ça a comme pas de sens de procéder, même si c'est super important pour l'identification scientifique puis qu'on en a besoin, là. Mais moi, je me vois pas jouer ce rôle-là. Donc, l'espèce de capture, pour moi, dans ce mot-là, il y a une forme de brutalité, il y a quelque chose de rapide, il y a quelque chose de... Alors que c'est beaucoup plus une démarche qui est dans l'ouverture, dans le laisser aller, dans l'accueil. Puis il faut aussi que l'autre accepte de venir, que ce soit des plantes ou des insectes, ben, il faut qu'ils s'invitent. Je vais même pas La plupart du temps, je fais très peu d'interventions pour aller les chercher. Donc, il y a quelques annuels, là, oui, mais sinon, les insectes sont tous venus d'eux-mêmes en créant des conditions, puis c'est beaucoup une optique de soins. L'observation se traduit beaucoup par des soins. J'ai maintenant des hôtels à abeilles, mais on peut pas les laisser aller parce que sinon on a des parasites qui vont s'installer, qui vont menacer des espèces qui sont déjà fragilisées par la sixième effondrement, là, le sixième effondrement des espèces qui touche beaucoup les insectes majoritairement, puis beaucoup les abeilles dont on dépend énormément. Fait que ça devient avec une responsabilité. Je les ai accueillis chez moi, mais là, maintenant, l'hôtel à abeilles est là, faut s'en occuper. Puis c'est 2 jours de nettoyage par année. Il faut changer les tubes et il faut les remiser pour l'hiver. Là, on tient des centaines de vies dans ses mains. Puis je suis pas apicultrice, là. Puis c'est pas du tout la même chose qu'avoir des ruches, là. C'est pas des colonies, mais il y a quand même quelque chose d'assez fantastique, inquiétant, dérangeant dans tout ce processus-là qui m'amène quelque part que j'aurais jamais pensé aller, moi qui avais complètement peur des insectes il y a quelques années, là. Fait qu'il y a quand même quelque chose qui se renverse. En cheminant tout près de quelque chose, le regard se forme, puis on ne le perçoit plus de la même manière. Mm. Ouais. Merci. Ouais. Oh, excuse-moi, Antoine, vas-y. Ah non, excuse-moi, j'avais juste envie d'ajouter quelque chose parce que ça fait vraiment beaucoup écho pour moi ce que tu dis, Geneviève, parce que juste par rapport à la responsabilité, en fait, je pense de travailler avec des êtres vivants, mais je pense, peu importe les matériaux avec lesquels on travaille, mais des êtres vivants particulièrement, ça vient avec une responsabilité. Puis moi aussi, je le vois comme quand je démarre un processus de compostage aussi, il faut que je me rende jusqu'au bout. Je peux pas juste l'arrêter puis dire ah, ça me tente plus, je vais jeter ça puis passer à une autre étape. Ça vient avec. Il faut que je me rende au bout du cycle. Puis même rendu au bout du cycle, il y a qu'est-ce que je fais avec ces matières-là. Il y a l'idée de les garder. Puis pour moi, ça vient avec une importance de réutiliser ça d'un cycle à l'autre. Fait que de repartir de ces composts-là pour l'amener dans le prochain cycle. Puis il y a une espèce comme une forme de spirale comme ça. Puis je vais en disséminer aussi, je vais en distribuer, je vais en garder pour des plantes. Ça va circuler de cette manière-là. Mais il y a une nécessité de se rendre jusqu'au bout, même s'il y a des moments, peut-être que ça me tente plus, peut-être que j'ai comme envie de commencer d'autres projets, mais il faut quand même achever ce cycle-là, puis apporter une forme de clôture. Fait qu'il y a comme une forme de... Pour moi, je vois beaucoup ça comme selon la structure d'un rituel, en fait, là. Il y a l'ouverture, il y a la clôture, puis il y a comme une transformation pendant ce qui se passe. Puis la relation là-dedans, comme tu viens de dire, Geneviève, c'est super important. Puis le vivarium, je pense que ça, c'est quelque chose qui a été comme beaucoup souligné dans le numéro, les textes de ce numéro-là, c'est que le vivarium, c'est quelque chose c'est un incubateur au final, mais qui est qu'un incubateur qui peut être autant qu'il va avoir une incubation de ce qui est à l'intérieur, autant que l'incubation va avoir lieu à l'intérieur de celles et ceux qui regardent.
Puis pour moi, disons, travailler à partir de pourriture, ça a complètement changé ma vision de tellement de choses autour de moi dans le quotidien. Fait qu'à mesure que je vais faire du compost, je vais regarder tellement de processus autour de moi d'un autre angle. Juste le fait de manger du fromage ou de manger juste les fermentations, ça m'a amené à faire des fermentations pour la cuisine aussi parce que c'est au final c'est les mêmes processus, un peu les mêmes créatures avec lesquelles on va collaborer. Fait que, ouais, la transformation. C'est vraiment intéressant cette idée de responsabilité. Moi, j'adore ça, ça me parle beaucoup. Puis je voulais juste revenir, Geneviève, dans ton œuvre, dans Une abeille suffit, mais aussi dans Comme le chant d'une cigale, il y a aussi cette idée d'être actif par la retenue, là. Tu te dis tu as envie parfois d'intervenir quand tu vois une espèce qui prend le dessus sur une autre, tu aurais envie d'aider la désavantager, mais tu te retiens de le faire pour pas intervenir sur. Donc, on revient à cette idée d'éthique, de responsabilité dont tu parlais, Antoine. J'aime beaucoup aussi la façon dont vous exprimez un respect pur et dur envers vos vivants, les vivants que vous côtoyez dans vos œuvres, qui sont pas des vivants qui vont de soi, là, vous l'avez souligné aussi. Tu l'as dit au début, Geneviève, là, c'est des formes, les insectes, c'est des formes qu'on repousse collectivement, qu'on cherche à ne pas voir. Même chose, Antoine, le compost et plus largement la décomposition, on cherche de façon générale à s'en éloigner, à le camoufler, à le mettre en bac, à ne pas le voir. Donc, je serais curieuse de vous entendre sur ce que ce vivant mal aimé révèle ou permet pour vous dans votre création. Qu'est-ce que ça met en lumière? Pourquoi ces choix? Donc, je te relancerai, Antoine, sur la question. Ouais, je pense que d'une part, il y a le fait que comme je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire de n'importe quel être qui compose le monde terrestre, en fait, mais les décomposeurs sont essentiels juste à la continuité des écosystèmes puis de la vie telle qu'on la connaît sur Terre, parce que c'est comme, je les vois comme des formes de passeurs, en fait, qui vont permettre la régénération puis de faire en sorte que le système de circulation entre la vie et la mort va être continue, parce que sans cette décomposition-là, en fait, quand une vie s'arrête, ben, ça serait juste un arrêt ou comme si on est dans un contexte où, disons, des matières vont se dessécher complètement, il n'y aura pas de décomposition. Fait qu'on va être comme dans une mort sèche un peu. Fait que pour moi, c'est ça, ça se fait pas tout seul, ce processus-là de décomposition puis de régénération. Ça demande d'aides qui vont participer à ça. Puis je pense que le fait de faire du compost, ben, c'est quand même d'une certaine manière de faire partie de ces êtres-là qui vont permettre cette circulation-là, même si je suis pas moi-même en train de manger une matière, de les transformer, mais comme mes actions vont compter quand même. Euh, Puis juste dans un contexte aussi où comme en fait les terres cultivables, si on veut, la rareté des terres cultivables de plus en plus est quand même une urgence planétaire. Le fait de faire du compost, c'est quand même de créer du sol, puis c'est ça, d'où le mot pour moi j'ai appelé mon projet Terraformation parce qu'il y a un côté, ça vient de la science-fiction au final, mais c'est de rendre une planète habitable pour la vie humaine. Souvent, on parle d'autres planètes, mais comme les gestes, les pratiques de terraformation sont nécessaires ici même sur Terre, puis il faut apprendre à les cultiver, en fait, à en prendre soin parce que c'est pas quelque chose qu'on valorise beaucoup, disons, dans la culture dans laquelle j'ai grandi. Euh, ouais. Prendre soin de nos sols, puis des boucles. Mhm. De nos sols et de ce qui y grouille. Geneviève, de ton côté. Mais je pense que ça me permet de redéfinir un peu ce que peut représenter la notion de territoire puis de sauvage aussi, là. On a tendance à considérer que tout ce qui est nature, c'est à l'extérieur des villes, puis ce qu'on doit protéger se situe dans cette nature grandiose là, qui tombe bien extraordinaire, là, des vallées, des bords de mer, des grandes forêts, mais le territoire, il est partout, puis la ville est un territoire, puis ce qui est sauvage, c'est pas à l'extérieur des villes, puis la ville est policée, puis voilà, c'est un espace complètement humanisé. Le sauvage, il est partout, c'est juste qu'il a pas la même échelle.
Puis il faut apprendre à lui faire une place. Puis on a tendance justement ben, à le repousser, puis à en avoir fortement peur, là, à vouloir l'éradiquer, le sauvage, là, d'où les campagnes de pesticides, d'insecticides qu'on voit dans les villes, puis qui empoisonnent non seulement ben, les plantes, les insectes, mais aussi les humains qui y vivent, là, nécessairement. Là, c'est une échelle. C'est une réaction en chaîne qui a pas de fin, là. Mais l'idée, c'est vraiment avec cette écriture-là, peut-être de reconnecter avec la nature qui est près de nous, avec ce sauvage-là qu'on ne voit pas, réapprendre à voir l'invisible finalement, là, qui est juste là, mais qu'on décide de repousser pour peut-être changer un mode de vie qui serait plus de l'ordre justement de la colonisation puis de l'occupation, mais qui serait plus de l'ordre de l'habitat, de la coopération, du vivre ensemble, là. Je pense qu'il y a vraiment ça. Puis plus on travaille sur ces sujets-là, plus on s'aperçoit à quel point la réaction des gens autour, ou même qu'on pouvait avoir au départ, est fortement marquée par le refus, par la répulsion, par le rejet. Mais alors que plus on se penche sur ces formes-là, plus on en aperçoit la complexité, la beauté, la fragilité aussi, puis plus on apprend à les aimer. Donc, il y a quand même puis on voit aussi le rôle essentiel qu'ils jouent, là. Mais que ce soit pour les organismes du sol ou pour les insectes, de dire qu'on veut s'en débarrasser, ben, c'est dire que finalement, on veut se couper de tout moyen d'alimentation, là. Il y a quelque chose d'extrêmement hypocrite parce qu'on dépend profondément d'eux pour l'alimentation. On peut pas se passer du sol, on peut pas se passer d'un mycélium sain, on peut pas se passer de compost, puis on peut pas se passer non plus de pollinisateurs ou de composteurs ou d'insectes prédateurs. C'est vraiment, faut vraiment arrêter de voir en dualité les éléments puis apercevoir leur complexité. Mais je pense que c'est vraiment ce que ça révèle, là, ce côtoiement des petites choses. C'est à quel point on est liés. Puis c'est tellement facile comme humain, avec notre capacité de langage, avec nos capacités d'intellectualiser les processus, de se penser supérieur, mais on dépend, notre survie dépend d'êtres qui sont à nos yeux insignifiants. Fait qu'il faut arrêter de les voir comme ça parce qu'on est en train de s'exterminer. C'est vraiment étrange comme façon d'habiter le monde. Puis la ville pourrait être un espace tellement différent, là. Il suffit de peu pour changer le monde, là. On en est tous capables. J'aimerais rebondir peut-être là-dessus. Vous avez vraiment une façon très holistique et la boucle que tu nommais, Antoine, tantôt, je pense qu'on la sent très bien dans vos vies, en fait, qui s'enchevêtrent avec vos pratiques. Je voudrais revenir à ce terme de responsabilité et de collaboration avec le vivant. Parce que, comme tu viens de le dire, Geneviève, enfin, au fond, vous vous adressez dans vos œuvres à d'autres humains. Et alors, je serais un peu curieuse de vous entendre sur comment est-ce que la collaboration avec ces autres vivants qu'on a tendance à vouloir voilà, ignorer ou à vouloir tuer, même si c'est complètement insensé, ça affecte en fait la manière dont vous vous adressez aux autres vivants à travers vos œuvres. Peut-être, Antoine, tu vois, as commencé à en parler en disant, bon, bah, il y a les matériaux et une certaine économie qui guide la forme de tes œuvres, mais en fait, tu dois, en tant qu'artiste, négocier avec un écosystème artistique où il y a des galeries d'art, il y a des modèles de fonctionnement propres à un certain milieu. Et donc, comment est-ce que ta propre collaboration avec le compost et avec le vivant vient s'insérer dans ces lieux-là, comment c'est accueilli, comment est-ce qu'il faut le négocier dans pour que ce soit partagé avec d'autres humains comme nous, par exemple. Ouais, ben, je dirais que comme la première chose pour moi, c'est peut-être super simple, mais c'est de ne pas essayer de passer un message à travers ces matériaux-là. Parce que je pense que d'essayer de le voir, disons, je pourrais travailler comme le compost comme une métaphore de quelque chose d'autre. Puis en faisant ça, oui, ça pourrait peut-être être intéressant, mais en fait, je vais complètement occulter toute une partie des processus qui se passent ou des instrumentaliser au service d'un message. Puis là, ça devait devenir un peu dans une relation comme médium et message. Fait que pour moi, il y a un refus aussi de voir les matières avec lesquelles je travaille comme une manière d'exprimer quelque chose. Mais pour moi, le fait d'amener ces processus-là, ces matières-là dans un espace d'exposition,
c'est tout simplement amener ces matières-là dans un espace d'exposition. Il n'y a pas de, il y a pas comme une deuxième étape, il n'y a pas comme un sous-texte, il n'y a pas de... on peut certainement, comme c'est libre à l'interprétation, puis on peut y voir plein de choses, puis moi-même, ça va susciter plein de réflexions, mais mon intention n'est pas de passer quelque chose par ça, fait que c'est vraiment une manière de créer une coprésence, de créer une relation. Et à partir de là, je contrôle pas complètement cette relation-là, mais j'essaie quand même d'anticiper un peu ce qui peut se passer. Euh, Puis d'abord, le fait de ne pas mettre en danger d'autres humains, c'est quand même très important parce que je travaille quand même à partir de champignons, il peut y avoir des spores, il peut y avoir des particules allergènes. Euh, donc, il y a tout un dispositif qui est un peu un dispositif de préservation ou de sécurité. J'ai des filtres. Je prends quand même des mesures minimales pour faire en sorte que ce soit un espace habitable pour des humains, autant que ça va être un espace habitable pour les décomposeurs. Euh, Après ça, oui, ça va s'inscrire dans tout un... Je pense que d'une certaine manière, étrangement, je me rends compte que ça peut s'inscrire dans une tradition un peu de l'abstraction ou de, je sais pas, presque du modernisme, qui est de minimalisme ou de pas mais en fait, c'est comme les matières pour les matières, les matériaux, comme l'art pour l'art un peu, mais je le vois un peu comme la pourriture pour la pourriture. Tu sais, c'est comme est-ce que, en tant que tel, ces matières-là sont suffisantes? On n'a pas besoin de quelque chose d'autre. Au contraire, on a tout intérêt à apprendre à les fréquenter un peu. Puis je vois comme mes installations un peu comme des dispositifs de relationnels au final. C'est comme une observation, mais qui est une manière d'inviter à apprendre à cohabiter ou juste à passer un temps avec ces matières-là. Puis juste le fait de passer du temps est comme suffisant pour moi parce que j'ai confiance qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va advenir, une transformation, si minime soit-elle. Puis, comme tu disais, Anne-Marie, plus tôt, c'est pas des matières qu'on est habitué de fréquenter nécessairement parce que c'est comme souvent, c'est dans le bac brun ou dans la poubelle, j'espère dans le bac brun, mais comme c'est ça, on n'a pas de pratique qui les amène, qui les intègre à notre quotidien tant que ça, à part une pratique comme de l'exclusion puis du rejet, de comme comment on gère c'est des résidus au final. Euh, mais je pense que pour moi, c'est de développer des pratiques qui les gardent près de nous un peu, puis qui sont pensées hors d'une logique où c'est encore possible d'évacuer des choses de en fait, de notre monde, tu sais, de juste comme l'envoyer au dépotoir où on a une responsabilité, chaque personne a une responsabilité envers ses propres déchets au final, puis de voir les êtres qui vont s'en nourrir, pour moi, c'est important. J'aime beaucoup, Antoine, que tu parles de vraiment de coprésence et de vraiment laisser être le vivant et la matière. En même temps, je peux pas m'empêcher de penser que par rapport à un espace, mettons, muséal, la pourriture, c'est vraiment l'ennemi numéro un de Mhm. ces espaces consacrés aux arts visuels. Et donc, même si je comprends que tu n'as pas une position militante ou tu veux pas passer un message et instrumentaliser ce vivant-là par rapport à un message, ça crée une friction, j'imagine, ou ça va en créer peut-être à l'avenir de faire simplement même être ce vivant-là dans certains espaces qui sont pas ta cour arrière ou ton atelier ou juste un espace ouvert, mais des espaces extrêmement contrôlés. Et juste, je me permets de rappeler une chose que tu m'as dite quand on échangeait en préparation du numéro, la question de l'odeur. Parce que je veux dire, là, on voit des images, la revue, elle n'est pas très odorante, mais le compost a cette qualité-là, en fait, de présence, avec laquelle tu dois aussi composer même ne serait-ce que dans ton espace d'atelier où tu n'es pas tout seul. Ou, enfin, donc, il y a quand même une espèce de... Oui. Oui, ben, je pense que c'est ça, l'odeur, c'est peut-être la dimension la plus, comment dire, la plus incontrôlable du compost, puis la plus volatile, littéralement, là. Parce que je pense que peut-être ce qu'on voit le plus dans les images, vu que c'est visuel dans la revue, c'est peut-être la dimension sur laquelle je peux avoir le plus de contrôle parce que c'est une composition, même si la composition se décompose, ça peut être très placé, tout ça, mais tout ce qui parle aux autres sens, euh, ben c'est beaucoup plus ben, impalpable, mais aussi, je pense que je suis juste moins formé pour travailler avec des objets. J'ai pas, en tant qu'artiste visuel, j'ai pas de.
c'est quand même assez rare qu'on travaille avec des odeurs, même s'il y en a de plus en plus d'artistes qui le font. Fait que pour moi, comme c'est peut-être ce qui m'échappe le plus, fait que c'est ce qui va déborder aussi du vivarium, c'est ce qui va. Puis là, ça va orienter aussi la composition visuelle parce que je vais utiliser des matériaux pas trop odorants, je vais utiliser des matériaux qui vont pas, disons, libérer de l'ammoniac autant que possible. Mais c'est toujours un essai, c'est toujours de l'essai-erreur aussi, travailler avec les odeurs. Puis ça aussi, c'est des signaux à interpréter, disons, un compost. Selon les odeurs du compost, il y a plein de choses à lire là-dedans. Donc pour moi, c'est un bon indicateur de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, oui. Mais c'est effectivement, mais ça rajoute beaucoup de défis d'exposition. Ça demande des diffuseurs qui sont prêts à accueillir tous ces paramètres-là aussi de pourriture et d'odeur. Est-ce que ce serait un bon moment pour inviter Geneviève à lire un extrait? Ben avant, Geneviève, est-ce que tu voulais juste réagir sur la question de l'humain, de s'adresser à l'humain? Je pense que la question du Yun, juste brièvement avant de lire, moi je serais curieuse de t'entendre aussi sur comment tu transposes ça pour le public. Ouais, ben c'est pas si évident. Puis au départ, le projet, il était pas là, là. C'était vraiment un projet de jardin. Puis la littérature est venue après. Donc écrire de la poésie sur les insectes, c'est pas ça vient pas de soi. Mais en fait, je pense que ce que je cherche surtout à faire, c'est à traduire un rapport au monde. Donc c'est pas tant oui, il y a des renseignements, oui, il y a une observation, il y a un apport scientifique, mais ce qui est surtout là, c'est les liens fragiles qui nous unissent au vivant. Puis c'est ça que j'essaie de traduire par du ressenti, par de l'évocation, parce que je suis pas du tout dans le message moralisateur non plus, ça trouverait pas écho. Puis je pense que on est tellement dans de la lourdeur présentement là, à l'échelle planétaire pour plein de raisons là que c'est pas le type de message qui peut rejoindre non plus. Je pense qu'au contraire, essayer de changer le regard, comme on disait tout à l'heure, provoquer l'émerveillement, puis essayer de questionner le lien qu'on a avec cet environnement-là qui est fragile, peu importe la facette sous laquelle il se présente. Oui, ça peut être un insecte, oui, ça peut être une plante, mais c'est l'écosystème au complet finalement. Donc, je pense que c'est beaucoup plus par la beauté, la capacité de susciter l'émerveillement où on ne l'attendait pas, que le poème se crée, que ça fait un instant de bascule, puis que ça rend possible quelque chose qui, au départ, semble impossible, c'est-à-dire écrire de la poésie à partir, je sais pas, là, d'une araignée de jardin ou d'une abeille ou d'une limace, peu importe, là, mais puis c'est nos limites en tant qu'être humain aussi, les instants où finalement on est plus cohérent avec soi-même, puis on le reconnaît, nos propres fragilités, on n'est pas toujours non plus 100% sans créer de dégâts, on fait des erreurs. Puis je pense que c'est ça, c'est cette fragilité-là, puisque ça révèle de nous comme être humain qui est sensible au vivant, qui est plus intéressant encore, parce qu'au final, on peut pas non plus se glisser dans la tête de l'autre à six pattes. On peut pas. Puis c'est pas ça le but, c'est pas ça qui est intéressant, je trouve. C'est vraiment la relation au territoire qui me paraît être maîtresse, puis de voir à quel point on peut influer sur elle, puis comment elle peut influer sur nous, puis qu'on devient partie, on l'oublie, mais on est nous aussi, on est un mammifère. On est nous aussi dans un animal, dans un écosystème. Fait que je pense que ça permet de réfléchir à cette situation-là animale qu'on met souvent de côté, puis c'est ça nous fait voir tout sous l'angle du sensoriel, je crois. Les sensations deviennent beaucoup plus fortes. C'est là qu'est la poésie. Oui, merci. Ben justement, comme Jeanne le disait, on serait très curieuse et curieux je parle pour le public aussi qui va nous rejoindre, là, d'entendre un extrait de cette poésie sensorielle. Donc, est-ce que tu accepterais de nous en partager un petit morceau? Oui, ça va. L'hôtel à abeilles affiche complet. Les mégachilles combattantes qui l'habitent le préfèrent aux nouvelles structures. Elles réinvestissent aussitôt écloses les cellules dans le bois pourri. Elles affirment, ici je suis né. Ici, j'ai traversé l'hiver. Ici vivre fut possible. Je me dis que nous ne sommes pas si étrangères, semblablement attachées aux ruines qui nous fondent.
Merci beaucoup, Geneviève. Je trouve que ça représente très bien ce dont on a discuté. Tu en as parlé un petit peu là, à l'instant là, en répondant à la question de l'humain sur ta présence en tant qu'autrice dans ce système-là. Mais j'aimerais juste entendre un petit peu là, sur la notion de sujet qui est quand même présente dans ton texte, comme on vient de le voir. Donc, le sujet qui est au milieu de cet écosystème-là, il y a quand même parfois un désir de fusion. Parfois, il y a une dissociation, mais parfois, il y a un désir de fusion, pardon. Donc, se vêtir de la soie des araignées, par exemple. Donc, on sent qu'il y a quand même un rapport peut-être un peu trouble entre le soi et le territoire, justement. Est-ce que, très rapidement, tu pourrais nous en parler? Ben, je crois que ça a justement lien un peu avec cette nature animale ou sauvage, puis il y a des parts de nous-mêmes qu'on connaît pas ou qu'on repousse aussi, là. Donc, en éclairant le territoire, on finit par s'éclairer soi-même. Puis dans l'autre, ce qui nous rebute, c'est peut-être aussi une part de nous-mêmes, là. Il y a de la projection, veut pas qu'on fait, mais j'ai l'impression que il y a toujours une part de nous, que ce soit les émotions, que ce soit la douleur physique, que ce soit qui devient ce sauvage qui est un peu menaçant, puis que le texte nous permet d'approcher, peut-être un peu métaphoriquement, peut-être, mais ça permet, je crois, de se rassurer. C'est des zones d'ombre, finalement, là, que ce soit du territoire ou de soi-même. Mais je pense que c'est ça, ça permet de mettre en relation à la fois des choses auxquelles on essaie habituellement d'échapper de soi-même, de garder dans l'inconscient ou d'oublier, en tout cas puis des aspects qu'on essaie d'oublier du territoire. Mais il y a vraiment une forme de communication. Je vois ça comme des vases communicants, là, où vraiment l'observation m'apprend beaucoup sur moi-même. Puis il y a effectivement chaque fois des zones d'ombre qu'on essaie d'éclairer, puis peut-être d'accepter, puis de vivre un peu mieux avec elles, là. Mm. Antoine, tu veux... Ouais, ben, je pense que tu parlais du fait de, ben, excuse-moi, de pas, par rapport au, pardon, j'ai un blanc. Mais en fait, ben, en fait, questionner la relation plutôt que de se mettre à la place de l'autre. Genre, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une question que je me pose quand même beaucoup aussi, le fait de, comme, est-ce que c'est quelque chose d'important de juste essayer de s'imaginer qu'est-ce que ça peut vouloir, qu'est-ce que ça pourrait être de vivre en tant que mille pattes ou en tant que bactérie ou quelque chose. Puis je pense que c'est il y a tellement de limites à cette question-là parce que c'est tellement, ça demande tellement, ça demande tellement de créer une forme d'anthropomorphisme au final. Mais je pense quand même que ça vaut la peine d'essayer de le faire comme à certains moments pour voir euh, comme d'essayer de comprendre un peu c'est quoi les besoins de ces êtres-là un peu. Puis puis c'est nécessairement une forme d'interprétation, puis d'anthropomorphisation si on veut, mais que c'est peut-être pas le point, mais que le point est peut-être d'en arriver à mieux comprendre quels sont les besoins, les nécessités, c'est quoi les enjeux de ces êtres-là au final. Euh, ouais, peut-être que j'aurais ajouté. Tenter de comprendre la vie d'un mille pattes. Alors, comment est-ce que dans vos prochains projets, cela va-t-il prendre forme? Est-ce que vous avez des choses qui s'en viennent dans les mois, dans l'année à venir? Geneviève, tu mentionnais un livre en cours d'écriture. Parlez-nous de ce qui s'en vient pour vous. Ben, en tout cas, c'est encore embryonnaire, là, mais oui, je travaille sur un manuscrit dans lequel s'inscrit cette suite qui explore le lien entre, ben, c'est ça, l'observation de la nature, puis le soin qu'on apporte à la nature, puis la manière dont la nature nous soigne, sous un angle un peu plus de la douleur chronique, là. Je vis avec la douleur chronique, c'est l'aspect un peu sauvage de mon corps que j'essaie d'apprivoiser tant bien que mal, mais donc il y a ce rapport-là, comment être dans l'observation, comment prendre soin à ce qui est très fragile finit peut-être par apaiser quelque chose en nous d'une manière qu'on n'avait peut-être pas vu venir non plus, là. Donc, on pense soigner la nature, mais finalement, c'est peut-être plus le territoire qui nous soigne en nous laissant s'en occuper, là. Il y a quelque chose d'extrêmement thérapeutique, puis même ça mène pas à une guérison, ça mène à une forme d'apaisement. Mm. Merci. Antoine? Oui, ben, moi je dirais que c'est
peut-être ce sur quoi je travaille en ce moment, c'est plus tu parlais de la dimension humaine, mais je pense ben, en fait, je travaille sur une prochaine exposition, mais qui va prolonger ce même projet-là, Terraformation, mais qui est plus réfléchi de manière immersive, mais comme pas une immersion qui fait appel à des technologies, mais au fait de créer un espace, puis de encore plus se glisser dans le monde des décomposeurs. Euh, donc, de travailler dans la pénombre, de travailler avec les odeurs, mais de manière un peu plus intentionnelle, peut-être, de vraiment apprivoiser un peu plus les odeurs, puis tout ce qui déborde du vivarium, puis de la composition picturale au final. Fait quelque chose de plus spatial. Puis aussi de travailler en extérieur. J'ai des projets l'été prochain de travailler Mais en fait, pour pouvoir l'amener en intérieur ensuite, le compost, puis de pouvoir mieux comprendre les odeurs, de travailler avec des très gros composts en extérieur, en milieu agricole. Oui, c'est ça. Je Est-ce que dirais que tu peux nous c'est beaucoup. partager où est-ce qu'on pourra voir ces Je projets-là? sais pas encore. Je Je sais sais pas pas. encore. D'accord. C'est à Un l'étape rappel recherche à, en ce moment. Ouais. Ouais. appel à J'appelle Anne-Marie. diffuseurs intéressés. Oui, exactement. Ben, j'ai comme une même version de mes tableaux de compost, mes vivariums, le projet qui va être à la Fondation Grantham en décembre dans une expo collective. Mais sinon, pour la suite, j'en suis encore à la recherche. Ouais, La Fondation Grand Âme, qui est donc près de Drummondville, dans le centre ouais. du Québec. Merci beaucoup. On va surveiller ça avec grand intérêt. C'est déjà l'heure de la fin, donc merci à vous d'avoir été là. Merci à tous et à toutes. Je tiens à rappeler que l'œuvre d'Antoine est en couverture du numéro et un extrait de l'œuvre de Geneviève en quatrième. Donc, ils sont de part et d'autre de notre vivarium numéro 131, disponible en kiosque depuis le début du mois d'octobre, le 6 octobre. On rappelle aux auteurs, autrices et artistes qui nous écoutent qu'on a un appel en vigueur en ce moment sous le thème conversion. Donc, vous avez jusqu'au 15 décembre pour soumettre, proposer votre projet. L'appel est exposé au long là, sur notre site et sur toutes nos plateformes. Merci d'avoir été là. Merci Geneviève. Merci Antoine. C'était un énorme plaisir d'échanger avec vous. Merci aussi à toute l'équipe du Sabord, dont le directeur général, Simon Van Vliet, Caroline Saint-Amand, pardon, à l'adjointe à la direction, Dominique Mousseau, notre graphiste, qui a fait un travail extraordinaire, les membres du comité de lecture, du comité de rédaction, le CA. Merci évidemment au CAC, au CALC, à la Ville de Trois-Rivières. On vous souhaite un merveilleux automne et on vous souhaite de vous pencher sur ces vies microscopiques pour les mois, les semaines qui nous restent à avoir la chance de les observer. Donc, merci beaucoup et bonne journée à tous et à toutes.